Bonjour tout le monde, Serge Bonin pour la chaire publique Allier. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Yann Simon et de Selmi Louli. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de ville intelligente. On est dans nos entrevues en marge du G7. Donc hier, on a parlé un peu du Nord et des Inuits, des Autochtones. Et puis, cet après-midi, en fait, on va parler d'équité, d'égalité, d'inclusion. Mais là, on est sur les villes intelligentes. Alors, la première question, la grande question, qu'est-ce que c'est une ville intelligente? On a l'impression que c'est très, très large, que ça englobe beaucoup de choses. Donc, on a ici le petit schéma de la ville intelligente selon Rudolf Gifinger. Mais je veux qu'on... Essayez de me définir ça, là. Juste si je vous lance la question large, là, qu'est-ce qu'une ville intelligente? Comment vous le définiriez? Ben, écoutez, je vais prendre la balle au bon, et puis celle pourra ensuite compléter. Il a le droit de ne pas être... On a des perspectives complémentaires, mais parfois différentes. Ah oui? OK. Mais c'est normal, hein? C'est un sujet polémique? Non, pas nécessairement, mais c'est-à-dire que la ville intelligente, c'est un construit qui est assez large. Si vous examinez, par exemple, ce que fait il y a une association des villes intelligentes dans le monde. En fait, il y en a plusieurs, mais les dominantes qu'on voit, c'est que ce sont des villes où la notion de durabilité est très importante. Okay. Ce sont des villes aussi où la notion, ce que les anglophones appellent livability, workability, donc la notion de qualité de vie, d'harmonisation des activités personnelles, travail, etc., sont présentes. Donc, ça va donner lieu à plusieurs initiatives qui sont liées à l'efficience du transport en commun, l'utilisation du transport en commun, le partage des données, la facilité de vivre dans cette ville-là, le design des communautés, et j'en passe. Et puis là, celle, tu pourras peut-être ajouter. Parce que c'est effectivement très large et le contour est un peu flou. OK. Mais est-ce que les villes se battent un peu pour être plus intelligentes? J'ai l'impression qu'il y a un peu cette mode-là en ce moment. On veut absolument être plus intelligent, mais est-ce que c'est une fatalité? On est obligé d'aller vers ça. Il y a la dimension mode, mais il faut dire que les utilisateurs le demandent. Et une ville qui ne serait pas intelligente serait un peu victime de ses citoyens et des groupes qui sont dans cette ville-là, au sens où ces derniers vont s'organiser, que la ville le veuille ou non. Donc, autant que les autorités municipales soient en phase avec ce que la communauté citoyenne souhaite pour que le milieu soit beaucoup plus intéressant à vivre. Et puis, c'est un facteur de compétitivité aussi pour une ville. On parle de Québec, là, où il y a des enjeux de main-d'œuvre. Et bien, imaginez une ville avec des enjeux de main-d'œuvre qui ne se positionne pas comme une ville intéressante à vivre, une ville où il fait bon élever ses enfants. C'est une ville qui manque le bateau. Là. OK. Quelque chose à ajouter sur la définition globale? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui n'est pas défini. Dans quel sens qui n'est pas défini? C'est que... Il est en train de se définir? Non. Il ne pourra pas se définir. Ah non, il pourra pas non. C'est ma position personnelle. Oui. Alors pourquoi il ne peut pas... C'est un concept qui est très difficile à définir parce que quand on regarde la littérature scientifique, il n'y a pas une définition unique de ce concept-là. On peut en extraire une centaine de définitions de ce qu'est une ville intelligente. Okay. Donc, mais tout tourne autour d'un concept aujourd'hui qu'on se partage, qui est la technologie. Donc, comment la technologie peut être un moyen, un leverage, disons, pour aller au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et moi, dans une étude internationale qu'on avait faite sur la ville intelligente, et ça fait un bon nombre d'années, ça fait 6 ans qu'on a fait cette étude-là. C'est une étude internationale qu'on a menée dans différentes villes à travers le monde pour essayer de comprendre c'est quoi la ville intelligente. Et moi, j'ai une définition que j'ai beaucoup aimée avec l'un des interlocuteurs que j'ai visités et qu'on a interviewé, c'est qu'il disait la ville intelligente, c'est lorsqu'on fait les choses autrement et différemment. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est intéressant parce que j'ai vu des exemples concrets de certaines villes à travers le monde où la technologie n'a pas été utilisée. Et on a fait les choses autrement et on a réussi. Et on a réussi dans des cas de diminution de taux de criminalité dans des quartiers qui étaient chauds, dans certaines villes aux États-Unis, et sans aucune intervention technologique, mais en réorganisant la façon de faire et en collaborant avec les citoyens, on a atteint ce résultat-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la technologie drive et elle guide ce développement-là, mais la définition d'une ville intelligente, ou qu'est-ce qu'une ville intelligente aujourd'hui, sur la littérature scientifique et la littérature pratique, il n'y a pas une définition unique, il y en a plusieurs modèles et ça laisse le flou.
derrière ce concept-là, et ce flou-là mène réellement vers une non-définition de ce concept-là, mais les gens s'entendent généralement à dire les nouvelles technologies, l'Internet des objets, les systèmes intelligents, ben, tout ça entre dans le cadre d'une ville intelligente, mais pas nécessairement ces composantes-là. Il y a des Parce composantes... qu'il y a des utilisations personnelles de la technologie qui ne sont pas nécessairement reliées Non. à l'architecture de la ville. Non, si vous dites. non. Et j'ajouterais à ce que disait Yann, que si on introduit le concept de développement durable, le développement durable ne signifie pas toujours de la technologie. Il y a des impacts sociaux et des impacts pour aider les gens, il y a l'impact d'inclusion. Donc, c'est pas uniquement la technologie qui drive, mais quand on cherche les composantes principales, on trouve beaucoup, mais on n'a pas une. Mais la technologie avance quand même assez vite. Il y a beaucoup de nouvelles découvertes, mais Oui. est-ce qu'on peut l'appliquer rapidement? Rapide- Bon, je devance un peu mes Oui. questions, mais Mais rapidement, non, on ne peut pas l'appliquer rapidement. Mais il y a quelque chose d'important. C'est que la technologie n'est pas nouvelle. Ça, c'est très intéressant. C'est très important à le dire. Ce que j'ai la comme... technologie au sens large. Oui, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle et tout le monde crie sur l'intelligence artificielle, c'est des choses qui existent de l'ère de Herbert Simon dans les années 50, 60. Là. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on parle du réseau neuronal et on parle d'apprentissage automatique. Et les conférences sur les réseaux neuronaux, ça date des années 70. Donc, c'est pas des concepts qui sont nouveaux, mais c'est aujourd'hui que la technologie, elle est utilisée, bon marché, qui est sorti des laboratoires de recherche vers monsieur et madame tout le monde, parce qu'on a amené certains outils, tels que l'Internet des objets, les capteurs, etc., qui sont capables d'alimenter cette intelligence artificielle. Mais le fondement et les concepts qui gèrent aujourd'hui l'intelligence artificielle ne sont pas nouveaux. Maintenant, est-ce que nos villes ou nos citoyens sont capables d'absorber ces nouvelles technologies? Ben, parfois, il faut faire attention, parce que si on met les technologies assez rapidement sur le marché, elles risquent de se faire brûler. OK. Et on a vu des expériences de plusieurs entreprises qui ont Parce devancé qu'elles le sont marché. pas à point, mais les non, gens démissionnent. les gens démissionnent parce que les gens ne sont pas prêts à absorber ces nouvelles technologies. Il y a eu des exemples et des cas d'entreprises qui ont devancé la technologie, mais qui n'ont pas réussi parce que monsieur et madame tout le monde ou nos institutions gouvernementales ne sont pas prêtes. Mais par exemple, à la absorber. technologie fonctionne, sauf Oui. que les gens Sont pas prêts. disent, Aujourd'hui, c'est trop rapide. Aujourd'hui, On est si toujours tu entres- réfractaire à un Oui. changement quelconque, peu importe. Ce qui est très logique. Parce qu'aujourd'hui, si tu entres dans une organisation et tu parles d'apprentissage automatique et un réseau neuronal, ben, si tes gestionnaires ne sont pas formés à ce langage-là, à ce vocabulaire-là, il va te dire, écoute, je suis pas rendu là, on attend un peu là. Mais la technologie, elle est prête, elle est utilisable, mais l'organisation n'est pas, elle ne veut pas, elle n'est pas prête à l'absorber. Et ça, il faudrait que les organisations soient prêtes à absorber ces technologies-là pour qu'on puisse les utiliser. C'est comme si demain matin, j'arriverais à l'Université Laval et je dis aux étudiants, c'est un robot qui va vous enseigner. On n'est pas prêt, la technologie, elle existe. Le robot facial qui s'exprime et tout ça, il est là. Mais les gens ne sont pas prêts. Mais si on fait le travail pour préparer les gens à l'accepter, ben, ça viendra le jour où c'est le robot qui donne le cours. On a parlé hier, quand on parlait du Nord, on parlait de l'impact direct des changements climatiques, mais les villes sont forcément au cœur de ce défi-là, parce que c'est là que ça se passe. Il y a de plus en plus d'urbanisation. Les villes sont côtières aussi. On voit les catastrophes naturelles qui se multiplient. Est-ce que c'est le premier défi d'essayer de voir comment on peut réduire l'empreinte écologique pour une ville? Parce qu'on parle, oui, de mieux-être des citoyens, mais le défi, je dirais, de conscience. Le premier, bon, ça faudra voir, toutes les villes n'ont pas la même matrice de décision, Ouais, mais c'est c'est clair que c'est un enjeu qui est partagé, je pense, par plusieurs des villes qui se disent intelligentes. C'est un enjeu important à tel point que, bon, on le voit poindre dans plusieurs des projets qu'on voit récemment. Si vous regardez un projet comme Sidewalk Toronto, qui est un projet qui a été très médiatisé, à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons, et bien, dans un projet comme ça, où il y a énormément de technologie, parce que, bon, derrière ce projet-là, il y a, oui, les autorités municipales torontoises, mais il y a aussi une filiale d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui, elle, est en train de travailler sur, littéralement, une des régions de Toronto, là, près du waterfront, où là, on veut rendre ce bout-là de la ville très, très intelligent, on veut que ça devienne un exemple. Mais là, c'est l'exemple d'un projet où il y a énormément de technologie, où il y a énormément d'enjeux. Les enjeux qu'on souhaite gérer, c'est bien évidemment réduire l'empreinte carbone de cette portion-là de la ville. Mais une des solutions, un des vecteurs, c'est la technologie.
Et là, on peut dire qu'elle soit nécessaire ou pas. Ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'effectivement, il y a des acteurs privés qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais ce qui est un peu dangereux, entre guillemets, c'est que comme il y a énormément de données qui sont générées, l'entreprise n'est pas en mesure à ce stade-ci de rassurer les citoyens sur ce qui sera fait de l'utilisation de ces données-là. Donc, c'est très bien de regarder les données de transport en commun, les données de comportement des citoyens pour essayer de réduire leur empreinte écologique, mais lorsqu'on ne sait pas à quoi ça servira, et bien là, c'est sûr que ça rend les citoyens un peu plus nerveux. Sur le développement durable, effectivement, c'est un enjeu inévitable. Les citoyens le demandent de plus en plus. Et donc, ça va de solutions où il y a peu ou pas de technologie, comme le design des quartiers, par exemple, et les matériaux qu'on utilise, et la manière dont on gère à la fois les eaux usées, la gestion des déchets, etc., à des initiatives qui sont très orientées sur la technologie, où là, on voudra avoir une meilleure cartographie de ce que font les citoyens, mais encore une fois, bon, comme dans le problème de Sidewalk Toronto, on n'a pas été très bon du côté des acteurs de ce projet-là à communiquer ce qu'on voulait faire avec les données. En fait, dans une entrevue à la CBC, un des responsables du projet avait dit nous, on veut ramasser des données, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec, puis après, on vous proposera des solutions. Évidemment, pour un universitaire, ça fait sursauter ce genre de... D'abord définir qu'est-ce qu'on veut. Ben voilà, ça, effectivement. Ce sont des gens qui n'ont pas à se confronter à des panels éthiques d'organismes subventionnaires, de toute évidence. Mais il reste que, au-delà de ce genre de dérapage-là, la question du développement durable va rester au cœur de ce que la ville intelligente pourra contribuer et je pense qu'elle est inévitable. Alors, je vais vous montrer ici le petit schéma qu'on avait de Giffinger. Alors, on parle de mobilité intelligente, de gouvernance durable, d'habitat intelligent, d'éco-citoyen, d'économie durable, d'environnement durable. Je ne sais pas si vous voulez commenter peut-être un peu chacun des éléments pour qu'on puisse bien le distinguer. C'est des grands termes, là, on comprend un peu l'idée derrière, mais il y a peut-être des exemples concrets qu'on peut se mettre en bouche là, pour... on peut développer beaucoup de choses par rapport à ce diagramme-là ou le discuter. On est là pour ça. Oui, mais je reviens également juste pour ajouter un petit point par rapport au développement durable qu'on avait mentionné. C'est qu'aujourd'hui, nos institutions gouvernementales, incluant les villes, sont mandatés ou sont obligés à répondre aux différents objectifs de développement durable, les SDGs, les Sustainable Development Goals, qui ont été développés par les Nations Unies en 2015. Et donc ça nous oblige, et ça oblige nos institutions gouvernementales à respecter ces différents objectifs. Et donc elles doivent avoir des stratégies claires pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, par rapport au modèle que nous avons ici, c'est un modèle parmi tant d'autres, tout d'abord. Et on peut avoir à discuter certains de ces composantes-là. Si on parle de... je ne le vois pas très bien, par exemple, devant moi. Oui, un tout petit peu. Voilà. Si on dit j'ai l'éco-citoyen. Alors, c'est quoi l'éco-citoyen? Et quel est le rôle que peut jouer mon citoyen au niveau de ma ville? Et aujourd'hui, le citoyen, il est partout. Et le citoyen, il parle de tout. Et il s'exprime sur différents aspects de sa ville. Donc aujourd'hui, une ville qui n'est pas co-créatrice avec son citoyen, elle va passer à côté de la plaque. Éco-citoyen, donc c'est dans le sens de récupérer ce que dit le citoyen. L'énergie du citoyen, ses idées et tout ça. Là. Non pas dans le sens écologique. Non. Une forme d'écologie, de récupération de ses idées, mais pas dans le sens je pose des gestes écologiques en tant que citoyen. Non, pas uniquement ça. Okay. L'éco-citoyen, c'est vraiment le citoyen qui, lui, il participe activement dans le développement de sa ville. Okay. Et aujourd'hui, une ville qui ne prendrait pas en considération son citoyen, dans quel sens ne prend pas en considération son citoyen? Dans le sens que elle ne le fait pas participer suffisamment, elle n'est pas à son écoute, et il ne participe pas à la co-création des services de sa ville. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un modèle où une ville viendrait dire « Écoutez, je vous fais ça, je vous fais ça, je vous fais ça mais ça viendrait du sens que « Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire de plus pour vous ?» Et là, ça change toute la dynamique parce que monsieur et madame tout le monde devient partie prenante des décisions que la ville va prendre. Et quand le citoyen devient partie prenante des décisions prises par la ville, le sens d'appartenance va augmenter et l'acceptation sociale des différents projets proposés va augmenter. Okay. Donc aujourd'hui, on ne veut plus avoir un seul sens où on se dit, allez, on va faire une consultation publique, venez nous dire ce que vous en pensez, et nous, on va s'organiser dans nos bureaux et on va proposer quelque chose. Ça devient, dites-nous ce que vous en pensez, mais on va réfléchir ensemble.
et on va co-créer ensemble. Et cette co-création-là, c'était de créer une acceptation sociale à toute initiative qu'une ville poserait. C'est le sens même de la démocratie. C'est le sens même de la démocratie, mais élargir nos pratiques démocratiques par rapport à ce que nous sommes habitués à faire auparavant. Mais il y a autre chose également, il y a d'autres sources d'information aujourd'hui pour les villes, c'est qu'aujourd'hui nos citoyens s'expriment, ils sont sur Facebook, ils vont écrire tout ce qu'ils veulent sur sa ville, sur tout ce qui se passe sur sa ville, et tout ce qu'ils veulent pas aussi. Et tout ce qu'ils veulent pas également. donc comment une ville peut extraire ces informations-là? Comment elle peut les analyser et comment elle peut inclure ces nouvelles sources d'informations dans des processus décisionnels et comment elle informe le citoyen que ce qu'il a dit ou ce qu'il a pensé a été considéré dans un processus décisionnel. Et ça renforce une confiance énorme entre la ville et ses citoyens, et cette confiance-là, elle est très importante pour une acceptation, disons, sociale de tout ce qu'une ville peut poser. Ça, on a parlé de l'éco-citoyen, mais on peut parler de tout ce qui est environnement durable. Aujourd'hui, nous, on a fait une étude qui est très intéressante, qui était avec ma collègue Jacqueline Corbett au département de système d'information, qu'on a publié dans le journal Scientific Information System Journal, qui est le lien, on a développé ce qu'on appelle un écosystème de développement durable. Donc, Sustainable Development Goal Ecosystem, et on a fait une étude avec la ville pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place par une ville pour gérer ses ressources naturelles. Okay. Et on a travaillé sur deux types de ressources naturelles, l'eau et tout ce qui est espace vert. Okay. Et c'est très intéressant de voir les interactions qui existent entre la sphère de développement durable, la sphère politique et la sphère administrative. Et avec la technologie qui est au centre de toutes ces interactions-là et tous les feedbacks qui peuvent avoir lieu entre ces différentes sources d'information. Donc aujourd'hui, une ville d'environnement durable, c'est une ville qui gère bien ses ressources naturelles. On a parlé, Yann a fait référence à tout ce qui est eau usée, à tout ce qui est infrastructure, les émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Tout ça, ça entre dans mon environnement durable. Et donc, c'est des exemples concrets, des études qu'on avait faites, scientifiques, qui montrent que il y a des interactions qui existent et entre quand une ville elle est prête à gérer ses ressources naturelles, ça va mener vers un environnement durable qui est très intéressant. C'est un peu l'idée de défaire les silos. Hein? Les gens travaillaient dans des compartiments, dans chacun sa spécialité. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de dire comment on peut faire pour optimiser l'interaction entre tous ces gens-là. Oui, et ça implique un changement de gouvernance au niveau des villes, et l'impact, il est très important, parce que le changement de gouvernance implique... La gouvernance durable. Je vais relancer Yann là-dessus, au niveau de la gouvernance, peut-être. En fait, la gouvernance, c'est un concept qui est très, très pluriel, mais en termes de ville intelligente, la gouvernance, ça va englober, oui, les mécanismes de décision qui ont été d'ailleurs très bien expliqués par Celle, mais des choses qui sont inhabituelles sur le plan municipal, comme la gestion des données, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on voit de manière intuitive dans le cadre municipal, mais c'est de plus en plus important parce que, les villes se donneront des mécanismes de gouvernance plus ouverts pour aller justement chercher ces suggestions-là des citoyens au-delà des consultations publiques normales, entre guillemets. Par exemple, une ville comme Montréal s'est dotée d'un office de consultation publique qui sert à élaborer des mémoires et influencer les décideurs municipaux sur des directions que la ville doit prendre, notamment pour des questions comme la réduction des gaz à effet de serre, pour quel type de données est-ce qu'on doit ouvrir ou pas. Donc, imaginez, tout ce que vous pouvez imaginer qui est du ressort municipal peut être touché par ces offices de consultation publique. Est-ce qu'il y a des villes dans le monde très en avance sur les autres, des modèles à suivre de ce côté-là, dire dans cette ville-là, il se passe vraiment quelque chose au niveau interaction citoyen et gouvernance, finalement? Écoutez, je pense que moi, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est justement de regarder ce qui se passe dans certaines villes puis d'essayer de le reproduire. En fait, moi, je suis un ardent défenseur des solutions sur mesure parce que la ville est tellement contextuelle et dépend tellement de ses citoyens. Il y a énormément aussi de construits culturels derrière ce type d'architecture, de gouvernance-là, qu'on voudra avoir des solutions qui seront un peu mieux, si on veut, designées pour les citoyens. Pensons juste à l'enjeu notamment qui est très lié à ça, de mobilité intelligente que vous avez mis en évidence là, sur le construit de Guy Finger. Lorsqu'on parle de mobilité intelligente, on parle pas simplement de décarboniser les transports.
Mais on parle d'utiliser des cocktails de transport. Bon, le secteur du transport est un secteur où on aura, selon plusieurs études, plus de 30% d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent en fait du secteur du transport. Donc, c'est très important de penser à ce secteur-là lorsqu'on parle de stratégie verte, de stratégie intelligente. Et quand on parle de mobilité intelligente, il faudra penser, oui, à la mobilité du citoyen. Donc, comment est-ce qu'on peut induire des comportements qui vont permettre de diminuer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre? Donc, ça passe pas nécessairement uniquement par l'utilisation massive de transports en commun ou uniquement par l'utilisation massive de bicyclettes ou de mobilité active. Ça passe en fait par un cocktail de comment est-ce qu'on peut, comme citoyen, penser nos déplacements de façon intelligente pour être en mesure, oui, de contribuer d'abord à la diminution de la congestion routière, mais aussi de diminuer notre empreinte de carbone personnellement. Donc, on peut penser à des mécanismes qui aident dans certaines villes. Ça aide les citoyens à bien planifier leur route du matin, par exemple. Donc, quel segment est-ce que je peux faire en vélo, en autobus, en taxi, etc., pour optimiser mon temps de trajet. Et il faut voir que cette mobilité-là des personnes est aussi complémentaire à la mobilité des marchandises. Et souvent, on a tendance à ne pas y penser suffisamment parce que lorsque vous êtes pris dans le trafic le matin, regardez autour de vous, il y a aussi des camions, il y a aussi des biens, des produits, des services dont on a besoin à tous les jours qui doivent être aussi transportés. Donc, comment est-ce qu'on peut arrimer ce type d'initiative-là? Donc, c'est un sujet qui est délicat parce que c'est un sujet qui polarise. Il y a des gens qui sont dans leur voiture et qui veulent... ça polarise énormément. Par exemple, les vélos prennent trop de place ou peu importe. Et puis, l'inverse, les gens qui ont je dirais davantage une sensibilité environnementale, veulent davantage de transport en commun et disent c'est là qu'il faut pousser. Et il y a comme un dialogue difficile. Comment on fait pour concilier tous ces gens-là et travailler ensemble dans cette gouvernance-là? Je pense qu'il faut réaliser que les solutions, elles sont plurielles et elles sont multifacteurs. C'est-à-dire que Elon Musk qui vous dit que tous vos problèmes seront réglés parce qu'un jour, on sera tous dans des véhicules autonomes électriques et on se dirigera ensemble tous vers les centres-villes, mais comme on sera optimisé, il n'y aura plus du tout de bouchons de circulation, c'est faux. Si tout le monde a son véhicule électrique autonome et tout le monde s'en va au même endroit au même moment, il va y avoir des gros bouchons. Soyons très honnêtes. Donc, il faut plutôt trouver un mécanisme qui va... calculé, en tout cas. Ce sera calculé. Donc, on sera tous ensemble autonomes. On brûlera de l'électricité, vous allez me dire. On brûlera pas du CO2, mais on sera quand même en train de rien faire sur l'autoroute le matin, en train d'attendre. Mais bon, vous allez me dire, on sera connecté, donc on pourra travailler dans notre véhicule, mais c'est moins agréable que de travailler dans d'autres endroits. Ceci étant dit, ces solutions-là, on doit les voir comme d'abord sur un mode pluriel. Donc, comment est-ce qu'on peut combiner nos modes de transport pour pas juste diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais il y a des retombées directes dans la vie du citoyen. Par exemple, si vous utilisez votre vélo une journée par semaine, c'est une journée par semaine où vous ne dépensez pas d'essence. C'est une journée par semaine où vous mettez un moins gros facteur d'usure sur votre véhicule ou sur votre mode de transport. Si vous utilisez le transport en commun, encore une fois, ça peut être beaucoup plus utile vers certaines destinations. Bon, en ce moment, c'est le G7, par exemple. Donc, c'est très judicieux de prendre le transport en commun pour aller dans certains endroits de la ville où c'est très congestionné. Au-delà de ça, il y a des villes qui ont réalisé cette importance-là de la pression du transport de marchandises aussi et qui le voient complémentaire au transport des individus. Des villes comme New York font des expériences en ce moment sur la livraison hors des heures normales. Okay. Donc, certains magasins acceptent des livraisons pendant la nuit et se sont équipés en conséquence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'autos ou de camions stationnés en double qui bloquent le trafic et qui reçoivent des contraventions. Moins de gaz à effet de serre parce que les camions ne fonctionnent plus au ralenti et émettre inutilement des gaz à effet de serre. Plus de fluidité aussi dans les trafics parce que lorsque vous retirez un camion de 45 pieds, par exemple, vous laissez plus de place pour plus d'autobus, plus d'automobiles, électriques bien évidemment, ou à hydrogène. Mais si donc vous pensez en termes de plusieurs facettes en même temps, là vous êtes en mesure d'avoir un impact social beaucoup plus important
puis beaucoup plus durable, pas juste durable en termes d'émissions de CO2, mais durable dans le temps. Et c'est important de configurer les attitudes, parce que si vous regardez les temps de navettage, en ce moment, il y a beaucoup de villes canadiennes qui font pas un bon travail de donner un système de transport en commun efficace à leurs clients, à leurs citoyens clients. C'est-à-dire que vous voyez des temps de navettage dans plusieurs villes qui sont inférieurs lorsque les gens prennent leur véhicule personnel à ceux de l'autobus ou du métro. Donc là, il faut voir comment est-ce qu'on peut ajuster l'offre de transport en commun pour être concurrentiel avec l'automobile, pas simplement en termes d'émissions de gaz à effet de serre de coût, mais aussi en termes de temps de navettage, parce qu'il y a une valeur au temps. Donc, c'est plein de petits facteurs comme ça qu'il faut réfléchir, mais dans leur ensemble. Et c'est ça qui fait la joie de travailler sur les villes intelligentes, mais aussi la complexité. Ça implique aussi, j'imagine, le télétravail, aussi peut-être Tout à fait. La délocalisation de certains sièges sociaux avec peut-être des petits immeubles satellites dans différentes zones pour permettre aux gens d'aller travailler plus près de chez eux. Ou regarder, oui, puis regardez, il y a plusieurs firmes de consultation qui ont des espaces de travail ouverts. Pour terminer cette idée-là, la mobilité intelligente, c'est une mobilité, oui, qui va passer par l'autonomie. Oui, il y aura de l'intelligence artificielle. Oui, il y aura beaucoup de véhicules électriques parce qu'on parle de décarboniser les transports. Mais lorsque quelqu'un vient vous voir avec une solution toute faite, il faut s'en méfier parce que c'est un problème qui est multifacette. C'est un problème qui ne sera pas réglé avec de l'idéologie, mais qui va être réglé avec de la science. Et c'est un problème qui touche tout le monde, mais à des degrés divers. Et donc, il faut réaliser cette pluralité-là dans l'espace de solutions pour trouver des solutions qui vont être applicables et durables et au bénéfice des citoyens des villes et bien évidemment des chercheurs que sont celles et moi. Bon, les enjeux, on en a quand même parlé pas mal. Ça aussi, on a fait le tour de la question. J'ai basculé un peu. Bon, est-ce qu'il existe des indicateurs internationaux pour... Il y a comme des concours de villes intelligentes. Oui. Là. Donc, il y a des villes qui sont mises au premier plan, Oui. puis il y a des villes qui cherchent ça aussi, Oui. là, à essayer de recevoir, je ne sais pas si c'est une palme ou qu'est-ce qu'ils donnent comme prix, mais c'est quoi les concours, les critères pour qualifier une ville intelligente au niveau international? Il y en a plusieurs. Là, il n'y en a pas un seul concours. Et ça, c'est lié parce que au fait qu'il n'y a pas une définition unique de ville intelligente. Donc, on ne sait pas c'est quoi exactement, mais on essaie de la mesurer. Et je prends le concours de l'Intelligent Community Forum du ICF, qui est très connu à l'échelle internationale. C'est un concours où c'est que la ville était dans le top 7 en 2012, si ma mémoire est bonne. Et la question qu'ils ont développé un certain ensemble d'indicateurs qui permettent de mesurer. Indicateurs tels que le développement durable y est inclus, la connectivité à la fibre optique dans une ville, le nombre de services électroniques que la ville offre à ses citoyens, l'utilisation des données dans une ville, la participation citoyenne et son impact, le développement économique de la ville, et on parle même de fracture numérique au niveau d'une ville. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qu'on peut mesurer de différentes façons, qui permettent à certains organismes qui existent à l'international de se dire, ça c'est une ville intelligente ou non. Mais on a plusieurs classements qui existent, plusieurs façons, et comme le disait Yann, j'aime beaucoup le terme facette, Yann, que tu dis, parce que ces différentes facettes, ces différentes façons de voir c'est quoi une ville intelligente, et donc je peux définir, puisqu'il n'y a pas une définition unique, donc je peux mesurer toutes les composantes d'une définition comme je veux, et donc derrière ça, ça devient quelque chose qui n'est pas, clair ou standardisé, mais on a des indicateurs, ça dépend des organismes. Je ne peux pas dire en tant que scientifique aujourd'hui, j'ai des mesures d'une ville intelligente, mais tout ce que je peux dire, il y en a des gens qui ont développé des mesures qu'on peut critiquer, qu'on peut discuter, qu'on peut négocier, qu'on peut analyser de différentes façons, mais il n'y a pas un indicateur, je vais dire, t'es intelligent, à cause principalement qu'il n'a pas une définition de ce qu'est une ville intelligente. Mais est-ce qu'il y a quand même une collaboration entre les villes, un échange en disant nous on a fait ça, ça a bien fonctionné, c'est un bon coup, essayez-le, même si chaque cas est unique puis qu'on respecte l'idéologie culturelle de la ville. Mais... Oui, ça au Canada on a de très belles plateformes. Hein. On a, que ce soit au Québec, on a l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ou à l'échelle de la FCM, Fédération canadienne des municipalités. Ce sont des plateformes au Canada qui permettent aux différentes villes de s'échanger des informations et des données entre elles.
D'ailleurs, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de participer aux assises de l'UMQ au mois de mai dernier et faire une présentation sur les villes intelligentes. Et c'est très intéressant de voir comment les villes au Québec se partagent ces données, ces informations-là. Il y en a également à l'échelle internationale où de grands événements qui se déroulent, où des villes sont présentes, où des villes présentent leurs idées, leurs approches, leurs initiatives. Donc, ce sont des plateformes où des villes s'échangent entre elles. Maintenant, on s'échange, est-ce que c'est pour importer des idées? Je suis d'accord avec Yann, tout contexte, il est particulier, mais ça peut inspirer sur des façons de faire ou sur des initiatives qu'on pourrait voir, est-ce que ça pourrait marcher dans nos villes? Et tout à l'heure, on parlait de, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait importer ou est-ce qu'il y a une ville ou un élément qui est en avance par rapport à d'autres sur certains aspects? Moi, je prends un cas que j'aime beaucoup en France qui s'est produit, ça fait 1 an ou 2 ans, où on a défini des lois en co-création avec les citoyens. Et ça, c'est une pure expression de la démocratie. Maintenant, est-ce que ça pourrait se faire un jour au Québec? On définira des lois avec des citoyens. Ça, c'est le contexte. On change de niveau de gouvernement. Est-ce que justement un gouvernement provincial ou fédéral pourrait s'inspirer de ce qui se fait dans les villes pour remonter ces façons de procéder-là, ces systèmes-là? Même si c'est au niveau municipal. Parce que quand même, la municipalité est gérée par des règlements et par des lois qui sont locaux. Et là, est-ce qu'on est capable de développer avec nos concitoyens ces idées-là? Donc aujourd'hui, les indicateurs, l'échange d'expérience, ça existe. Il y en a différentes plateformes qui permettent aux villes de s'échanger entre elles. Mais est-ce qu'il y a quelque chose unique, scientifiquement parlant, valable à 100%? Non. Mais il y en a certaines pratiques qu'on essaie de s'en inspirer, d'en apprendre l'un de l'autre, et de voir si des idées peuvent être exportées ou non dans nos pays, ou qu'on peut exporter nos idées, ou qu'on peut importer des idées des autres. Ça, c'est un autre enjeu également. Où est-ce qu'on en était ici? J'avais une question sur la responsabilité, le rôle des administrations. Donc, on parle de transparence, de sécurité et de leur responsabilité, en fait. Peut-être un mot à dire sur ça, la gouvernance. C'est quoi le mandat, ou en fait, c'est quoi sa responsabilité aux dirigeants à travers toute cette grande question? Est-ce que c'est trop large comme question? C'est une question très large, mais disons que je pense qu'il y aura pas, ce sera pas très controversé de dire que la responsabilité d'une administration municipale, c'est d'aider le citoyen, de rendre sa vie meilleure. Et aussi cette idée anglophone là, de stewardship, donc l'idée de prendre soin et d'assurer une pérennité pour les générations qui suivront. Et ça se fait, oui, tout à fait, organiser le vivre ensemble, on peut le dire. Puis le municipal est tellement important dans l'organisation du vivre ensemble parce que, oui, il y a des grandes orientations fédérales ou provinciales qu'on peut discuter, mais la bouche d'égout là qui est en face de chez vous, c'est un impact concret de l'importance. Oui, c'est ça. C'est les égouts, c'est les routes, c'est les pistes cyclables. Les bordures de rue. Moins sexy quelque part. Non, mais c'est crucial. La gestion des services policiers, la sécurité publique, les parcs, l'urbanisme, les loisirs, tout ça, c'est crucial. Et puis donc, quand on parle de rôle de transparence, de sécurité, de responsabilité, oui, les villes sont responsables d'énormément de sphères. Et puis, il y a des initiatives intelligentes, entre guillemets. Puis, je suis content que celle ait mentionné le fait que ce soit pas nécessairement nouveau comme concept. Depuis au moins 6 à 10 ans, des villes ont commencé déjà à faire plus de transparence. Moi, j'ai un exemple concret qui est celui de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, où, par exemple, les données liées au crime, qu'ils soient mineurs ou majeurs, sont géolocalisés par le service de police sur une carte. Et donc, s'il y a eu un meurtre à côté de chez vous, vous le saurez et il sera documenté. Si il y a eu... Ouais, mais vous voyez tout. Vous voyez les vols de voitures, les introductions par effraction, vous voyez tout par quartier. Il n'y a pas danger de semer la panique? Il y a pas de panique à y avoir. C'est-à-dire que si le citoyen est informé, il pourra prendre les décisions qui le concernent avec beaucoup plus de célérité et des décisions judicieuses. Et ça, c'est très important aussi. Donc, il faut informer, il faut être transparent. Faut célébrer les bons coups, mais aussi dire les coups qui ont moins fonctionné. Dire non plus. Il y a des choses qui ont regardez par exemple aux États-Unis, dans cette ville-là que je cite en exemple, et dans plusieurs autres villes, les services scolaires sont municipaux. Et donc, si vous regardez le bulletin des écoles publiques de Seattle, par exemple, vous aurez les évaluations d'écoles publiquement disponibles en ligne. Donc, vous serez en mesure de comparer les écoles par quartier. Vous serez en mesure de comparer les écoles entre elles individuellement.
et même vous allez voir la satisfaction des parents, des enseignants, les bulletins d'évaluation des directions elles-mêmes. Et donc, quand vous choisissez un quartier où vous établir ou un quartier où envoyer votre enfant à l'école, c'est crucial d'avoir ces données-là. Bon, une espèce de compétition entre les écoles, même si elles sont du domaine public. Ce qui les force à s'améliorer, ce qui force la course vers le haut et ce fameux cercle vertueux, c'est aussi un outil que peuvent se servir, dont peuvent se servir les administrations pour aller chercher des ressources. Dangereux de créer une ségrégation, dans le sens d'augmenter un quartier qui serait plus pauvre, défavorisé et tout ça, qui a plus de difficultés. On augmente cette étiquette-là, quelque part? Pas nécessairement, parce que mieux vaut avoir la photo, avoir les données et savoir quel geste poser que de naviguer à vue sans données. C'est-à-dire que, c'est peut-être, entre guillemets, le scientifique, si vous me passez l'expression à moi, il faut avoir des informations pour être en mesure ensuite de poser des plans d'action. Une ville intelligente, c'est une ville qui a les informations et qui agit sur la base de faits de données, pas sur la base d'impulsion ou de perception simplement. Et ça, c'est très, très important. Donc là, on a parlé de services policiers, on a parlé de services municipaux, mais vous avez, par exemple, dans la gestion des transports en commun, vous l'avez maintenant, on l'a tous dans notre poche, l'application des réseaux de transport pour savoir quand notre autobus arrive, comment on va faire nos correspondances. Ça a l'air quelque chose de tout simple, de tout bête, mais il y a des millions de points de données dans ce type de truc-là, des données ramassées en temps réel par des capteurs, des GPS, des téléphones, et une petite application toute simple qui vous simplifie la vie comme ça a nécessité un chantier quasiment pharaonique et de la collaboration open source de plusieurs acteurs, mais aussi d'autorités qui ont accepté de partager des données pour améliorer le bien-être des citoyens. Donc, il y a là, disons, il faut qu'il y ait une tempête parfaite d'événements sur le plan de la gouvernance pour aller chercher ces données-là importantes. Pensez à des villes de pays émergents, parce que là, on parle de solutions de pays riches, là, mais dans les pays émergents, pensez au Chili, là, à Santiago, au Chili, on a le petit surnom de Silicon Valley, parce que Santiago essaie de se distinguer dans certaines technologies, et puis en mobilité urbaine notamment, ils ont élaboré un système où il y a des petites voitures électriques qui peuvent être empruntées par les citoyens. Et donc, imaginez une sorte de communauté ou de car-to-go pour le monde émergent, en plus électrique. Donc, si le monde émergent peut le faire, pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de le faire chez nous? Il y a des initiatives à Durban, en Afrique du Sud. Pensez à la gestion de l'eau, l'accès à l'eau potable des communautés moins favorisées. Encore une fois, si vous n'avez pas les données sur les communautés qui ont la difficulté d'avoir accès à l'eau, comment pouvez-vous prendre les décisions d'infrastructure pour leur donner cet accès-là à l'eau? Puis sur la tarification aussi, parce que vous n'avez pas une bonne idée des volumes. Donc là, encore une fois, ça montre la complexité de la gouvernance de ces enjeux-là. Mais l'idée de transparence est très forte. Puis transparence, ça ne devrait pas faire peur aux élus parce que de toute façon, dans notre cadre législatif, il y a de la reddition de comptes. Et donc, en fait, ça devrait être un outil très puissant à dire, regardez, on a toutes les données, tout est voilà. Là. Il faut juste les organiser pour les communiquer adéquatement. C'est ça le rôle de la politique. Une partie du défi, c'est ça. Évidemment, il y a une perception peut-être de certains décideurs que si on ne partage pas les données, on n'aura pas de problème parce que les citoyens ne le sauront pas. Mais ça va causer beaucoup plus de problèmes parce que là, on n'aura pas les bonnes réponses aux questions qu'on se pose. Et puis, beaucoup des enjeux, quand on parle de ville intelligente, quand vous parlez d'une ville, là, vous parlez d'un système. Et quand vous appuyez à un endroit dans le système, les répercussions, elles sont peut-être pas là où vous appuyez, elles sont peut-être 2, 3 ou 4 étapes plus loin. Et si vous n'avez pas ce type d'information-là et que vous n'êtes pas équipé pour le gérer, vous prenez des décisions qui causent toutes sortes de désagréments autour des problèmes que vous essayez de régler. Donc, au fond, au lieu de, comment on peut dire ça très simplement, vous creusez vous-même votre propre tombe plutôt que d'essayer de trouver des solutions créatives qui vont vous aider. Fait que bref, la gouvernance, je pense qu'on peut s'entendre sur les caractéristiques qu'elle doit avoir. Elle doit être participative d'abord. C'est crucial. Elle doit être axée sur le dialogue. Le dialogue, ce que ça veut dire que les deux parties sont en relation et donc la ville est ouverte aux citoyens, mais le citoyen aussi est ouvert aux contraintes de la ville parce que il y a des contraintes importantes aussi sur le monde municipal. Il y a des raisons pour des distances qui vous plaisent pas entre deux maillons importants de la ville ou de la manière. Des fois, il y a des développements qui sont faits d'une certaine façon parce qu'il y a un cadre réglementaire qui vise à protéger les citoyens que le citoyen ne connaît pas. Donc,
cet échange-là doit exister. Et si on veut, pied du triptyque, là, moi je la vois comme une gouvernance participative citoyenne, où on communique, on prend des décisions ensemble conjointement, mais on est d'accord collectivement qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde en même temps. Non. Et ça, c'est difficile à accepter. Il y a beaucoup d'esprit de vision, d'esprit de visionnaire Effectivement. dans le truc de la ville intelligente. Puis on reproche souvent nos politiciens de penser à court terme. Est-ce que le système électoral qu'on a nous pose un peu problème avec ça? La vision 4 ans, on dit on gouverne pour être élu à telle date, surtout les élections à date fixe, ça change d'autres choses aussi. Est-ce que ça pose problème, ça, dans cette perspective-là de développement de la ville intelligente? Ben, en tout cas, peut-être qu'on pourrait demander à Celle, mais pas votre champ d'expertise, en terminant, là, moi, parce que non, mais ce que je peux vous dire, là, c'est que vous avez raison sur le plan de l'architecture de la gouvernance, sauf que les nids de poules, eux, ils savent pas que les élections sont aux 4 ans. Et donc, ce type de problème-là va continuer d'arriver. C'est pour ça que des outils participatifs, comme on voit dans certaines villes, notamment, où les citoyens identifient les nids de poules, les citoyens parlent de ce qui fonctionne pas dans tel quartier ou voient une entrave à la circulation. On voit beaucoup là, des concours là, d'incidents municipaux sur la presse. Par exemple, il y a toujours des photos là, de quelque chose qui marche pas dans une ville. Il y a un thème comme ça de temps en temps. Mais sur les réseaux sociaux, on le voit énormément. Et c'est une façon, justement, d'aider la gouvernance à s'aligner sur les préoccupations des citoyens. Là. Ici, une autre façon de le présenter, peut-être. Oui. Puis, bien ça, Celle aussi, j'imagine que vous, dans votre groupe, vous avez vu beaucoup de facteurs là, qui sont liés à ces éléments-là. Oui, et je vais juste ajouter par rapport à une composante intéressante, c'est la volonté politique. Donc, le nid de poule, c'est quelque chose, mais la vision à long terme, elle, ça prend une volonté politique. Et s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a aucune chose qui marcherait au niveau de la ville intelligente. Donc la volonté politique, c'est un pilier très important. Il faut être visionnaire par rapport à ce qu'on veut faire. Et toujours de ce qu'on veut faire, il reste un peu dans sa définition floue. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de critères pour dire qu'est-ce qu'une ville intelligente, il n'y a pas de définition claire, mais il y a aujourd'hui, c'est un bon sens pour dire que je suis dans une direction de ville intelligente. Donc, on essaie de pousser vers les technologies, on essaie de pousser vers les solutions innovantes, on essaie de pousser vers des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on essaie de faire aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Mais je vais revenir sur un point qui est assez important, les médias sociaux. Et le citoyen qui participe. Oui. Et je veux donner un exemple parce qu'il y a un exemple, moi, qui est... les médias sociaux, oui. et je vais donner un exemple, moi, qui m'a interpellé. En tout cas, je suis en train de développer un papier scientifique par rapport à ça. C'est les avis que les gens sont en train de dire sur leur ville. Et je vais prendre le cas d'un pays que je connais, qui est la Tunisie. Mais c'est un bel exemple. Pourquoi je le prends? Parce que c'est un bel exemple que j'ai aimé. C'est que avec le printemps arabe, et là on est dans le G7, donc ils savent qu'il y a des parties de développement, des parties dans le monde qui sont en développement, on est en ébullition, disons. Mais dans ce contexte de ce pays-là, il y a des citoyens qui se sont mobilisés et qui ont créé une page qui s'appelle en arabe « Où est le trottoir ?» Où est le trottoir. Okay. Et c'est une page aujourd'hui qui regroupe plus que 100 000 adhérents. Okay. De toute la Tunisie. Et c'est devenu une page Facebook qui est devenue une association, et c'est une association qui a signé des pactes avec des partis politiques locaux. Mais ça, pour respecter... un individu qui a démarré même une page qui dit on va parler de ce qui se passe c'est un individu. Au niveau local. Au niveau local, rapportez-nous tout ce qui se passe dans vos villes, de bien ou de pas bien. Okay. Et c'est devenu une pression sociale. Parce que les gens publient, regardez ce qui se passe ici, un nid de poulpe de ce côté-là, un arbre qui n'a pas été coupé, un feu de route qui n'a pas été modifié, changé. Et tu as les gens qui prennent les photos, ça se partage, ça devient viral. Donc la ville est obligée d'aller regarder à tous les jours qu'est-ce qui se passe là. Des villes sont devenues obligées de regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a une association qui a été créée suite à cette page Facebook-là, et c'est une page Facebook qui a signé des ententes avec des partis politiques
pour les dernières élections municipales que les gens vont faire en sorte que les citoyens on est à l'écoute des citoyens, qu'on va travailler avec cette association-là, qui est la voix des citoyens. Et c'est très, très intéressant. Et nous, ce qu'on a fait comme recherche scientifique, c'est de voir si on développait des outils d'intelligence artificielle, ben, qu'est-ce qu'on peut extraire comme information utile, des tableaux de bord qu'on peut donner à nos décideurs dans certaines de ces villes-là. Et ça, on a fait cette application-là, on l'a développée. Là, on est en train de peaufiner un peu. Mais ce qui il y fait en le a... succès de ça, c'est vraiment le fait que le citoyen participe. C'est que le citoyen dit ce qu'il pense, que le citoyen donne les bons coups et les mauvais coups, et que c'est devenu une pression sociale, que c'est devenu un point de repère, et que les décideurs politiques sont devenus, ben, qu'est-ce qui se dit? Alors, je ne veux pas sortir sur cette page-là parce que c'est devenu viral, c'est 100 000 personnes qui la partagent. Et donc, c'est pour dire que la pression citoyenne, elle peut être très positive et elle peut amener des choses, comme le disait Yann, un travail commun entre citoyens et institutions gouvernementales au niveau des villes. Et ça peut créer une certaine richesse et ça peut faire modifier la vision de nos décideurs pour, au lieu de penser sur les 4 ans, on se définit la vision qui est au-delà de 4 ans. C'est intéressant parce que, bon, ici à Québec, Lévis, on a l'impression que les maires ne changent pas beaucoup. Hein, à moins qu'ils démissionnent eux-mêmes, ils sont réélus. Est-ce que cette pression-là pourrait davantage exister ici dans nos municipalités? Ben, il faudrait parce que nous, on a des structures qui sont très intéressantes au niveau de nos villes et on a les conseils de quartier qui existent au niveau de nos villes. Et ça, c'est très important que les gens puissent s'exprimer encore plus. On a la Ville de Québec, et je prends l'exemple de la Ville de Québec, on a toute une belle plateforme qui s'appelle votepour.ca, où les citoyens sont capables de s'exprimer, qui fait des sondages pour la Ville. Donc, il y en a des plateformes, mais ces plateformes-là, il faudrait les renforcer. Il ne faut pas que ce soit 1000 personnes, mais il faudrait que ce soit des milliers de personnes qui rapportent ce qui se passe au niveau de nos villes, au niveau du Québec, pour donner une certaine pression positive à nos administrateurs qui pourraient nous amener au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Puis, en fait, on peut être, tu sais, lorsque vous regardez les discours, notamment, puisque parlons de chez nous, là, parlons de Québec, vous regardez les discours de certains citoyens ou de certains médias, il y a un courant qui peut être très critique face à ce que la Ville fait. Mais malgré tout, il faut quand même souligner le fait que nous sommes très chanceux à Québec et d'avoir une ville qui est orientée vers ce courant-là des villes intelligentes. D'abord, c'est un gros plus et on sent qu'il y a une volonté pour ça derrière nos autorités municipales. D'ailleurs, l'université collabore avec la ville sur plusieurs enjeux et c'est un type de collaboration qui est unique parce qu'on ne le retrouve pas partout. On pense que c'est facile à faire parce qu'on est capable de le faire chez nous, mais c'est très difficile à faire correctement, d'une part. D'autre part, notre ville à Québec est très ouverte sur le partage des données. Il y a des initiatives sur les données ouvertes. Il y a énormément d'initiatives aussi sur comment est-ce qu'on va devenir un cadre qui va permettre à nos entreprises, par exemple, de prospérer, donc des programmes très innovants comme le programme de vitrine technologique, qui n'est pas un programme de services municipaux, mais qui contribue à rendre la ville intelligente parce que la ville devient une vitrine pour des services qui sont, eux, intelligents et qui vont aider la ville à se positionner à l'international et dans plusieurs industries. Fait que ça, c'est très intéressant de voir cette confluence-là de courants de pensée et de voir qu'on a trouvé localement des solutions qui fonctionnent pour nous puis qui peuvent devenir des exemples aussi ailleurs au Québec, au Canada, mais dans le monde sur des manières dont les autorités municipales, les universités, les entreprises peuvent travailler pour trouver une manière d'avancer là-dedans, puis une manière aussi qui inclut le citoyen dans la discussion. Est-ce que c'est réservé? Bon, on parle de votepour.ca, c'est sur un réseau social, c'est sur Facebook? Non, c'est une plateforme, c'est un site web qui existe, qu'on peut consulter. Il y en a plusieurs parties, dont une qui s'appelle la boîte à idées. Est-ce que les citoyens ont des idées? C'est un organisme qui travaille conjointement avec la Ville de Québec également. Et donc, ça montre qu'il y en a un lien. Un bon lien entre citoyens et institutions gouvernementales ou municipales, mais il faut renforcer ces liens-là, parce que si on ne les renforce pas et on reste avec le mode classique, on vous écoute et ensuite on va décider, ben c'est un mode qui n'est plus fonctionnel aujourd'hui. On veut aller plus dans le mode, on vous écoute, mais écoutez-nous et comprenez également notre réalité municipale, nos lois, nos règlements, etc., et essayons de trouver des solutions
qui vont pas satisfaire à tout le monde à 100%, Évidemment. mais qui vont générer une acceptation sociale parce que il y a quelque chose, c'est que les villes aujourd'hui, c'est la concurrence totale. Hein. Donc, j'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs villes pour voir leurs initiatives. C'est des contextes différents, comme le disait Yann, c'est des perceptions différentes, c'est des visions différentes, mais en bout de ligne, on veut être attractif. Et aujourd'hui, ce qui va s'installer chez moi, qui va développer chez moi et qui va tout essayer chez moi. Et il y en a certaines villes, on le voit dans le monde, qui sont devenues des laboratoires à ciel ouvert. Et donc, tu as des ruées d'entreprises à travers le monde où on va dire, je veux essayer, et la ville te dit, viens chez moi, parce que moi, je suis ton laboratoire, donc, essaie comme tu veux. Donc, aujourd'hui, la philosophie de la ville, de son partenariat avec son milieu, avec le milieu universitaire ou avec les entreprises, sa dynamique d'évolution, ça crée une concurrence qui est phénoménale. Et si nos villes ne se placent pas sur cet échiquier-là d'ouverture, de transparence, on parlait tout à l'heure de transparence, d'ouverture, d'acceptation de quelque chose qui vient de l'extérieur que je peux intégrer chez moi, ben il va y avoir un problème majeur dans le développement de nos villes ici au Canada, parce qu'il y en a plusieurs ailleurs dans le monde qui sont devenus des laboratoires à ciel ouvert. Et donc, est-ce qu'un citoyen qui connaît pas trop ça, qui sait pas trop où s'informer, quoi faire, est-ce qu'il a accès facilement à ça? À ces réseaux-là, à donner son opinion, à dire moi j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de dire des choses, puis oui, il a accès parce que il y en a plusieurs pages Facebook de villes qui existent au Québec, donc tu peux te connecter sur la page de ta ville et tu peux t'exprimer. Il y en a plusieurs forums de discussion, et j'ai pris le cas de votepour.ca, mais il y en a certains forums où tu peux t'exprimer. Est-ce que la ville a fait une nomenclature sur son site quelque part en disant, si vous êtes citoyen, vous avez envie de vous exprimer, il y a tout ça qui existe? Il y en a les services de la ville, tels que le 311, où tu es capable de te connecter avec ta ville, que ce soit de manière électronique, où tu peux envoyer tes messages, tu peux écrire, tu peux appeler au téléphone. Donc, il y en a certains endroits où tu peux faire véhiculer ton information, mais ça serait important et intéressant d'avoir plus d'endroits où les gens sont capables de s'exprimer ouvertement et on est capable de se partager cette expression-là, mais ça prend la volonté citoyenne d'aller vers cette plateforme-là. Aujourd'hui, les gens participent physiquement. Hein. Quand tu fais une consultation publique, les gens viennent participer, mais aujourd'hui, on veut transformer ça vers la participation électronique et on aimerait bien que les gens soient plus présents également dans ces plateformes de communication nouvelles où ils peuvent donner leurs avis, mais la ville doit montrer également qu'elle écoute ces avis-là et qu'elle en tient compte. Et comme ça peut créer cette nouvelle dynamique d'expression citoyenne. Donc, oui, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Oui. Moi, du côté de Lévis, le maire semble dire, on va organiser une ligne de transport et ça va être ça, notre ville intelligente. On va devenir une ville intelligente avec ça. Ça me semble un peu mince. C'est quoi les grands défis pour des villes de peut-être un peu plus petite ampleur et peut-être même des régions, là? On peut aller dans les villes de région aussi, là. Personnellement, je pense qu'il faut commencer parce que lorsqu'on regarde le phénomène des villes intelligentes, on se dit mais il y a tellement de choses là-dedans, on peut pas faire ça, on peut pas rentrer dans cette révolution-là. En tant que citoyen qui regarde ça, qui vous écoute parler, je fais mon Dieu, où est-ce que je me garoche après? Mais justement, sur quoi j'ai une prise, puis là, je vais pouvoir être écouté. J'ai l'impression que c'est un peu melting pot, là, j'aime pas l'expression. Votre sentiment est tout à fait justifié, parce que c'est le cas. Ça tire dans tous les sens, les villes intelligentes. Mais à la limite, le conseil est très, très plate, entre guillemets, que je vais donner, c'est qu'il faut commencer quelque part. Donc, peu importe, moi je dis aux gens, là, peu importe où vous devez commencer, commencez à quelque part. Prenez une initiative, réussissez-la bien, montrez aux citoyens que ça fonctionne, que ça marche, puis que la culture municipale, la culture citoyenne peuvent s'arrimer pour créer quelque chose de plus intéressant, de plus grand. Et puis après, là, on peut fédérer d'autres initiatives autour de ces initiatives-là.
L'idée du transport en commun intelligent est une idée qui peut être fédératrice au sens où c'est dans l'air du temps en ce moment, et puis on voit énormément de préoccupations, de discours là-dessus, pas simplement au municipal, mais aussi dans d'autres paliers de gouvernement. Les citoyens demandent de meilleurs transports, aussi de meilleurs transports publics. Donc, si c'est le vecteur qui peut faire que votre ville commence et devienne intelligente, eh bien, ma foi, sautez dans le train le plus rapidement possible. Puis après, on peut greffer tout plein d'initiatives autour de ça. Parce que, bon, qui dit transport en commun intelligent dira meilleur contrôle des émissions. Donc là, il y a évidemment des effets très positifs en santé publique, en qualité de vie urbaine. Dira aussi qu'un système de transport intelligent efficient amènera les gens à faire cette fameuse idée du cocktail de transport, puis à vivre cette idée-là, pas simplement à l'écrire dans des éditoriaux ou dans des lettres ouvertes, mais à le faire eux-mêmes. Et ça ne peut qu'être bénéfique. Donc, qui dit moins de véhicules dans les rues de votre quartier le matin ou le soir, ben, dit un espace plus sécuritaire pour vos enfants, donc un endroit où c'est plus agréable de vivre. Et là, vous voyez comment le mécanisme des bénéfices de la ville intelligente peut s'enclencher. Il y a plusieurs portes d'entrée, mais le tout, c'est d'en choisir une que les citoyens trouveront importante pour eux et pour laquelle ils seront prêts à travailler. Et je vais donner un exemple concret. C'est très intéressant parce que c'est contextualisé. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'il y a une solution ou qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait à Barcelone, à Séoul, à Dubaï, mais chaque ville et son contexte particulier. Mais j'ai croisé un directeur général d'une ville, je ne nommerai pas, je n'ai pas le droit de nommer, mais qui me dit, est-ce que tu sais que c'est une ville au Québec ici? Il me dit, est-ce que tu sais que je suis la ville la plus connectée au monde? Je dis, comment ça? Il m'a dit, moi, 100% de mon territoire est connecté. Je dis, c'est super. Il m'a dit, moi, je suis sur 4 km². mais, je suis la ville la plus connectée au monde, je suis à 100% connecté. Donc, c'est très contextualisé. Il y en a des initiatives au niveau de certaines villes au Québec ici, et je trouve ça également très intéressant. Parler du transport, il y en a certaines villes qui disent, ben, nous, on a les voitures municipales qui sont garées, on n'en fait rien avec le soir, ben pourquoi certains citoyens ne peuvent pas les exploiter s'ils en ont besoin? Et ça, certaines villes, il y a des initiatives ici au Québec, dans certaines municipalités, où les voitures municipales sont mises à disposition des citoyens pour se déplacer s'ils en ont besoin de se déplacer avec ça. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend de la ville, ça dépend de la grandeur de la ville. Un peu de l'économie collaborative. Il y a beaucoup de choses. Oui. Moi, je donne un exemple que j'ai vu également dans une des présentations que j'ai faites à Victoriaville, je pense que ça fait 1 an ou 1 an et demi, mais c'est impressionnant. J'ai rencontré également un directeur général d'une ville qui me dit, tu sais que moi j'ai un directeur d'usine qui est à 4 heures de route, mais qui est installé chez moi, qui vit dans ma ville. OK. Je dis, mais comment il gère son usine? C'est le télétravail. Il a dit, il a adoré le coin et on a fourni la connexion haute vitesse dans notre petit village. Il a trouvé qu'il avait le débit qu'il voulait, il avait l'infrastructure qu'il voulait. Alors il va 1 fois par semaine à son usine qui est 4 heures de route. Et les 5 autres jours, les 4 autres jours de travail, il est fait totalement à distance. Toutes les caméras. Mais parce que le petit village, le petit quartier, il s'est installé une infrastructure numérique qui a permis à des gens de s'installer et de faire du télétravail par rapport à là où ils vivent. Et ça, ce sont des petites initiatives, mais c'est une initiative, quand on parle de village aujourd'hui au Québec, l'un des défis, c'est la fermeture de village. C'est une réalité qui existe. Mais aujourd'hui, il te dit, moi, j'ai gardé des citoyens chez moi. Donc, lui, il reste chez moi. Les enfants vont rester chez moi. Et l'économie va tourner. Et la visite va venir et tout ça. Et donc, c'est une dynamique qu'ils ont créée juste avec une initiative simple. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne sait pas où s'accrocher, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de choses. On peut parler d'économie, on peut parler de technologie. La technologie elle-même, elle se décompose en plusieurs différents secteurs, donc tu ne sais plus c'est quoi. Mais comme le disait Yann, il faut commencer quelque part, mais commencer où? Et le quelque part, personnellement, je le définis, quel est ton défi principal? Quelle est ta problématique principale? Quel est ton enjeu majeur pour que ta ville puisse évoluer? L'enjeu à la ville de Québec, c'est pas le même enjeu à la ville de Montréal, c'est pas le même enjeu à la ville de Trois-Rivières, c'est pas le même à Toronto, c'est pas le même à Vancouver. Alors, c'est quoi ton enjeu? Ou quels sont tes enjeux majeurs? Et là, on essaie de voir, est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de ces... Quelle est la vision? Parler de vision tout à l'heure, c'est pas une vision de 4 ans. Qu'est-ce que je veux être?
Il y en a des villes à travers le monde, il a dit, moi, je veux être le pionnier. Et je veux être le laboratoire à ciel ouvert. J'étais à Dubaï pour 2 visites et c'est un laboratoire à ciel ouvert, en toute franchise. Mais tu peux pas dire que les solutions qui sont en train d'implanter à Dubaï, c'est ce que je vais amener à la ville de Québec. C'est loin de là. C'est pas la même vision. Donc, ça dépend de toi. Ce sont pas les mêmes enjeux, c'est pas le même contexte, c'est pas la même vision de développement futur. Et donc, une ville, elle doit tout d'abord se questionner elle-même. Qui suis-je? Et où est-ce que je veux me développer et quels sont mes enjeux? La ville de Québec n'a pas d'enjeu de fermeture demain matin. Mais dans certaines deux autres villes qui existent au Québec et au Canada, il y en a des enjeux où demain matin, je risque de mettre la clé sur ma ville. Et donc, qu'est-ce que je fais pour me garder? Et donc, il faut être innovant, il faut être proactif par rapport à ce que nous, en tant que communauté, se définit. Et moi, je reviens sur le mot communauté, c'est pas ce que la ville définit. Nous, en tant que communauté. Et là, ça implique encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ville et citoyens, c'est pas la ville qui décidera uniquement pour les citoyens, mais c'est citoyens et villes qui décident pour eux-mêmes comment va-t-on évoluer dans les prochaines années. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment cette diade-là. Oui. Toujours le citoyen et la ville, comment les deux s'interconnectent de façon cohérente, en cohésion, pour dire on s'en va vers la solution commune qui intéresse tout le monde. Le plus de monde possible, ce ne sera jamais tout le monde, mais... Oui. Et je vais juste ajouter un point par rapport à ça également, parce que aujourd'hui, on l'a vu aux dernières assises de l'Union des municipalités du Québec, l'un des enjeux majeurs, c'est au Québec qu'on a ici, au Canada, c'est attirer de nouvelles personnes qui vont s'installer dans nos villes. Et attirer dans le sens large, attirer que ce soit des gens qui viennent s'installer chez nous au Québec, au Canada, ou des gens qui travaillent ici à Québec et que je veux l'attirer dans ma région à moi. Et donc cette attraction-là, il faut assurer un bel environnement de vie à nos citoyens. C'est les gens ce qu'ils cherchent, c'est l'environnement de vie. Maintenant, comment les gens se définissent cet environnement de vie? Toi, tu peux le définir avec les espaces verts et l'autre, il peut le définir avec toute la haute technologie possible et imaginable. Alors, quelle est l'orientation qu'on se donne, nous, en tant que citoyens, par rapport à notre environnement de vie? Et comment on veut évoluer à l'intérieur de cet environnement de vie-là? Tu peux aller dans certaines villes à travers le monde. J'avais visité Séoul. Moi, j'ai eu l'opportunité, je suis très content de l'avoir vu. J'ai vu tout le système, le back-office de toute la gestion de la ville de Séoul. Il n'y en a plus de vie privée là. Mais les gens vivent à l'intérieur de ça et ils sont à l'aise à vivre à l'intérieur de ça. Si tu amènes cet ensemble de caméras partout, moi je disais à certains collègues, mais ils vont savoir quand est-ce que je suis entré dans telle boutique, quand est-ce que je suis sorti, et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc il n'y a plus de vie privée. Mais les gens l'acceptent. Si vous regardez la Chine avec son projet de notation des citoyens, est-ce que vous l'avez vu? Alors aujourd'hui, le citoyen, il est coté là. Tu sais, le dislike du citoyen. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a des caméras partout. Si vous regardez ce qui se passe, il y a des policiers avec des lunettes intelligentes et je fais te taguer, Yann, tu as traversé la rue en feu rouge, piéton, et tu es tagué avec un dislike. Et l'impact qui va venir derrière ça, il y a des citoyens qui vont plus pouvoir louer, il y a des citoyens qui peuvent plus avoir des comptes bancaires. Écoute, il y a des gens qui acceptent de vivre ça, là. Je ne sais pas s'ils acceptent ou non, là, mais ils vont vivre ça. Ailleurs dans le monde, là, on n'est pas rendu là et je ne pense pas que l'acceptation sociale va venir. Mais c'est pour dire que les réalités des villes sont différentes et que l'évolution des villes, et je crois fortement à ça, c'est une évolution citoyeno-ville. C'est pas ville citoyenne, c'est citoyeno-ville. Et c'est en co-création mutuelle entre les deux, avec la perception qu'on se donne à nos enfants et à nos futures générations. Avec quelques autres exemples ici, les fermes verticales, l'hydroponie pour essayer d'avoir plus d'agriculture au cœur des villes, les technologies 3D, par exemple, si on se promène quelque part, on va pouvoir voir littéralement en 3 dimensions l'endroit où on est et peut-être voir le nouveau bâtiment qui sera construit, son impact direct. Transformer l'énergie humaine en électricité. Il y a des tests qui sont faits pour qu'on marche sur des plaques, puis en mettant la pression, on transforme l'énergie qui devient de l'électricité. Il y avait des trucs aussi pour cesser la reproduction des rats dans les grandes villes comme New York, par exemple. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? La domotique. On a ça ici, remplacer les écrans par exemple, il y a une projection sur le bureau ici, je peux passer ma main et je peux contrôler ma télé ou peu importe, là, mais interagir comme ça avec la ville. Donc, c'est toutes des initiatives. On a la photo ici, c'est la photo de la ferme verticale, d'une possibilité de ferme qui serait tout en hauteur dans une genre de serre, en fait, là, une grande serre vitrée. Là. Donc, ça, c'est tout des
C'est vraiment c'est ce genre d'exemple-là, vous les qualifiez d'initiative au cœur de la ville intelligente. Ce sont des initiatives qui sont définies dans leur contexte, selon des besoins exprimés par des villes, par des citoyens, avec des objectifs bien particuliers. Donc, si moi je dis demain matin, je vais faire de l'agriculture verticale, est-ce que c'est une ville qui l'a décidé, que c'est accepté socialement, qu'on est d'accord avec ce principe-là? Il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter peut-être. Donc, moi je dis toujours, c'est contextualisé. Et tout le monde peut définir sa ville intelligente comme il veut. Donc, il n'y en a pas de définition unique, et ça on le sait. Ce sont des initiatives qui sont posées avec des objectifs. Peut-être que la ville qui a décidé de faire de la firme verticale, elle veut se donner un tag, une image pour attirer un certain ensemble d'investisseurs, créer une dynamique économique autour de ce concept-là qu'elle pourra exporter par après, que d'autres villes n'ont pas à travers le monde et qu'on va dire « Ah, ils l'ont fait dans la ville X, je veux apprendre ton expérience, peux-tu me dire comment tu l'as fait ? Je veux t'amener chez moi et tu vas me dire comment tu le fais. » Donc aujourd'hui, l'innovation, et je vais revenir sur ce terme-là, l'innovation sociale, qui inclut l'innovation technologique à l'intérieur, ben c'est elle qui va driver l'évolution des villes. Aujourd'hui, si on n'innove pas, ça ne veut pas dire qu'on innove toujours avec la technologie. On peut innover autrement. Mais si on n'innove pas, il y a d'autres qui vont innover. Et si toi, tu n'as pas innové, tu vas regarder l'innovation de l'autre et tout ce que tu vas faire, tu vas importer. Moi, je donne toujours un exemple à mes étudiants. Je donne un cours sur les technologies et je leur mets une vidéo. Et je leur dis, regardez, c'est une vidéo qui se passe dans un pays ailleurs dans le monde, l'Estonie. Et ensuite, je pose... Ça fait plusieurs trucs sur l'Estonie, entre autres sur le numérique, sur les transports en commun gratuits. Et je pose la question à mes étudiants. Je leur dis, quand est-ce que vous pensez qu'on aura ça au Canada? Alors les gens me disent, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, on aura ça au Canada. Moi je leur dis... Vous n'êtes pas convaincu. Non. Peut-être qu'on va l'avoir. Mais je leur dis, eux, ils l'ont, ça fait 10 ans. Okay. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas innové. Lui, il a innové. Donc toi, en tant qu'institution gouvernementale, tu vas l'appeler lui. Et tu vas lui dire, peux-tu me dire comment tu l'as fait? Je leur dis, si vous revenez à l'an 2000, le Canada était le pionnier mondial des technologies. Et le Canada allait vers ces pays-là pour leur donner des leçons. Okay. Et aujourd'hui, on regarde sur certaines choses et on se dit, ils l'ont fait eux. Alors, comment ils l'ont fait? Et là, c'est eux qui viennent te dire comment ils l'ont fait. Et ça, c'est l'innovation. Alors, si nos institutions municipales ne sont pas assez innovatrices par rapport à leur contexte social, à l'échiquier mondial, on n'a pas le choix parce qu'on se regarde tous, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se fait, et qui attire, qui n'attire pas, etc. Alors, si tu ne te positionnes pas par rapport à cet échiquier mondial, cet échiquier local, cet échiquier national, etc., écoute, tu es en défi par rapport à ça. Alors, comment je peux innover? Comment je peux aller au-delà de ce que je suis? Est-ce qu'il y a un renversement? Parce que là, j'arrive sur le G7, oui. Là, on est en marge du G7, mais est-ce que ces pays-là, maintenant, ne sont plus des inspirateurs, mais doivent être plutôt des... en quête d'initiatives ailleurs. Les petits pays ont eu plus, parce que ça doit être plus facile quand même, dans une ville qui est plus petite, de créer une synergie plus forte. Je vous donne un exemple. C'est toujours le défi. Un exemple que je donne également à mes étudiants. Le paiement mobile, les pionniers sont les pays en émergence en Afrique et en Inde. Aujourd'hui, on parle de paiement mobile ici au Canada et on dit on fait là. Alors revenez un tout petit peu dans l'histoire, vous allez trouver que ces pays-là le font depuis une dizaine d'années. Okay. Et donc, c'est pas quelque chose que le G7 va toujours driver, ces pays-là, mais ces pays-là, je reviens également à ce que disait Yann, parce que j'aime beaucoup le contexte. Alors, ces pays-là, dans le contexte dans lequel ils vivent, et en prenant certains pays d'Afrique, il n'y a pas de banque. Les gens n'ont pas de carte bancaire, mais c'est le paiement mobile qui fonctionne. Okay. Et quand tu regardes ici, tu vas dire, la banque, on est top dans le monde. Eux, oui, ils sont à la traîne. Mais ils ont innové sur d'autres façons de faire que nous, on n'a pas innové dedans. Alors, eux, ils ont certains degrés d'avancée sur certains aspects. Donc, aujourd'hui, l'équilibre mondial, disons, ce n'est plus moi, je drive, mais moi, je drive selon mon contexte à moi. Ce n'est pas toujours le contexte, c'est un contexte.
Mais on a d'autres pays qui sont émergents. Et prenez le cas de l'Inde, prenez le cas du Brésil, tout de même si c'était un pays développé. Prenez le cas de plusieurs pays en Afrique. Aujourd'hui, on parle de l'investissement TI, c'est en Afrique qu'il faudrait investir. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui se font selon le contexte local. Selon les gens ont développé, ils chargent leur cellulaire à partir de leur bicyclette depuis des années. Aujourd'hui, on le fait ici. Tu sais, la bicyclette roule, on roule la bicyclette, je suis capable de charger. Là, on est fier de le dire, on le fait. Il y en a certains pays qui le font depuis des années, qui chargent. Pourquoi? Parce que l'électricité n'est pas répandue. Donc, ils ont innové sur certains aspects. Et donc, aujourd'hui, il y a certains aspects d'innovation sociale qui existent dans d'autres pays, qui n'existent pas chez nous, parce que le contexte est différent. Mais aujourd'hui, ça peut nous inspirer. Quand même, c'est ça. Et dire, ah, il y a quelque chose qu'on peut aller chercher. Le forum mondial, quelque part sur le web, qu'on trouve, ah, voici les meilleures idées. Non. Il y a une nomenclature. On n'est pas rendu là. J'ai toujours l'impression que, encore une fois, c'est très Ouais. touffu, c'est très... On n'est pas rendu là. Mais... Mais il y a un think tank qui est intéressant qu'on peut aller voir parce qu'il y a plusieurs idées qui sont présentées. C'est le Forum économique mondial. OK. Et le Forum économique mondial, si vous êtes inscrit sur son fil Twitter, est très intéressant parce qu'ils vont présenter plusieurs initiatives qui se déroulent dans tous les pays à travers le monde, sans exception, et qui peuvent inspirer. Il y a de très belles choses qu'on fait à Québec ici, il y a de très belles choses qu'on fait au Canada dans lesquelles nous sommes des pionniers, mais il y a d'autres choses qui se font ailleurs parce que le contexte est différent et qui peuvent nous inspirer et on peut s'inspirer mutuellement. Et aujourd'hui, ce n'est plus dans un seul sens, mais c'est devenu une innovation dans les deux sens et un partage de connaissances dans les deux sens. Mais Yann est mieux placé que moi dans ces aspects-là. Là. Non, mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec celle. Oui, le recours à des think tanks comme le Forum économique mondial, c'est probablement ce qui va être structurant pour éventuellement qu'on se donne un cadre commun qui n'existe pas. Mais à mon humble avis, n'attendez pas d'ici la fin de la journée là, pour avoir des indicateurs et des meilleures pratiques. Il y a énormément de chemin à faire et puis parce que bon, la ville intelligente, c'est un concept qui est tellement large. Mais au-delà de ça, faut réaliser que je suis tout à fait en phase avec ce que disait Celle. Les pays du G7 ne seront pas ceux qui seront la locomotive du monde à plusieurs égards dans le futur. Pas qu'ils ne sont pas importants, mais c'est que on n'est plus dans ce type de relation-là. Maintenant, avec justement les technologies, les données facilement accessibles, le fait que c'est beaucoup plus facile de se déplacer maintenant partout sur la planète aujourd'hui que ça l'était il y a 20, 30, 40, voire 50 et un siècle et plus. On est dans un contexte où des innovations très intéressantes peuvent émerger de pays émergents d'où on n'y croirait pas. Bon, il y a des pays émergents. Est-ce que j'ai raison de dire que la proximité est plus efficace? Plus c'est petit, plus on réussit à se réseauter rapidement. Puis la coordination est peut-être plus efficace parce qu'il y a un nombre d'acteurs limité, mais il faut se donner les outils de cette coordination-là. Si vous regardez les pays du G20, il y a énormément de meilleures pratiques qui peuvent venir de ces pays-là. Pensez à des choses aussi, ma foi, sordides que les blessures par balle. Et bien maintenant, il y a certains pays émergents qui ont développé des techniques médicales, des centres d'expertise médicale pour ce type de blessures-là qui font pâlir d'envie des centres de pays développés. Bon, vous allez me dire, malheureusement, c'est parce qu'il y a des enjeux dans certains de leurs espaces urbains. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est une manière qui montre qu'il ne faut pas avoir... l'impérialisme culturel de croire que tout viendra de l'Occident. Ceci étant dit, je pense qu'il faut plus voir la solution comme étant une co-construction et regarder l'exemple de certaines villes africaines dans le transport en commun où il y a à la fois des modes formels et informels qui se conjuguent et qui viennent faire un système qui, beaucoup de chercheurs s'en sont aperçus, est, ma foi, d'une optimalité surprenante par rapport à même à certains systèmes de transport de pays développés. Okay. Donc, il faut, oui, avoir la variable contextuelle à l'esprit, mais il faut aussi regarder comment est-ce qu'on peut co-contribuer pour co-construire. Et c'est ça qui est important, je pense, de comprendre, à mon humble avis, quand on parle de ville intelligente, quand on veut
pas simplement ouvrir ses données, mais devenir une véritable ville intelligente, il faut comprendre que ça implique un changement de culture. Et pas de culture simplement chez les citoyens, mais de culture aussi à l'intérieur de l'organisation municipale, mais autour des parties prenantes. Parce que si vous êtes, par exemple, un groupe de pression avec des revendications légitimes, dans un cadre de ville intelligente, vous ne pouvez plus revendiquer de la même façon qu'au 19e siècle. Donc, il y a des manières de participer au débat public et de contribuer. Et ces manières-là, elles sont parfois un peu low-tech. Pensez aux fameux feuillets qu'on distribue à ses collègues de bureau, jusqu'à des manières très high-tech, comme la page Facebook tunisienne donnée en exemple Parcelle. Donc, le nom il y a... de la page, d'ailleurs, c'est s'il y a des curieux. Ah, ça s'écrit W-I-N-O-U et trottoir. OK. Voilà. Je vais juste terminer. On a quand même passé. Il est déjà 11h20. On a quand même passé un bon bout de temps ensemble. Je vais juste terminer sur le CIRELT un peu. On a une petite question, je pense. Hein? On a une question. Ah, on a une question qui est assez longue d'ailleurs, mais je vais essayer de la prendre. Alors, ça vient de Julie. Ça me fait penser à la question posée par un jeune citoyen lors d'une séance de consultation publique concernant le réseau structurant à Québec dernièrement. Donc, il posait la question, comment allons-nous payer notre droit de passage dans les véhicules? La réponse a été la méthode de paiement qu'on connaît actuellement. Puis, lui disait que justement, on ne sort qu'avec notre carte et cellulaire. D'ailleurs, les cartes tendent à s'intégrer dans les cellulaires. Il n'y a pas un souci de vision pour cela. En fait, si je peux me permettre de me lancer, ce type d'enjeu-là, c'est un exemple du fait que comme on n'est pas dans un environnement où il y a des processus institutionnalisés pour gérer ces enjeux-là, parce que les pratiques sont nouvelles, les technologies sont nouvelles, ou en tout cas, souvent c'est des pratiques ou des technologies existantes, mais qui ne sont pas d'habitude gérées par le municipal, donc ça cause toutes sortes de frictions. Mais je pense qu'il faut prendre ces frictions-là et puis les utiliser comme moteur créateur. Il y a énormément d'exemples liés. Regardez dans le transport, la mobilité urbaine pour la location à court terme de véhicules. Là, il y a plein de services de type Communauto, Car2Go, etc. Plein de services que vous aimiez ou non, ce service-là d'autopartage ou de covoiturage. Pensez à des Uber ou des Lyft, où maintenant vous pouvez voir, ou des applis de taxi, vous pouvez voir en temps réel où sont les taxis, où sont les gens, où sont les véhicules, où c'est quoi les patterns de déplacement sur les axes routiers importants. Vous avez maintenant de la donnée sur de la congestion, sur où sont les policiers pour vous donner des contraventions, etc. Donc, vous avez un écosystème qui est en train de s'intégrer et le paiement va naturellement s'intégrer dans cet écosystème-là à mesure que les gens comprennent les modèles d'affaires et que les modèles d'affaires dominants deviennent mieux compris, pas juste des autorités, mais aussi des citoyens, parce qu'il y a des initiatives de micro-paiement. Par exemple, payer votre café Starbucks avec votre appli dans votre iPhone, ça se fait très bien. Mais lorsque vous empruntez un véhicule, que vous avez une course à faire, quelle est la valeur attachée à cette course? Est-ce que c'est le kilométrage? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le niveau d'usure que vous fournissez à la voiture en fonction de la cargaison? Parce qu'on s'entend que les 1000 kilos que vous allez acheter chez Costco ont plus d'impact sur le véhicule que le gramme de votre carte de souhait. Et donc, il y a plein de facteurs comme ça qu'on ne sait pas encore bien comment tarifer. Parfait. Merci pour la réponse. Puis là, je vais juste terminer. Merci, Julie, pour ta question aussi. Terminer sur le CIRELT rapidement. J'ai mis ici les 5 axes de développement. On a l'axe agrégation des métadonnées. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est cliquetis un peu, mais vous avez tout ça sur le site, là. Mais c'est juste que je veux qu'on parle. Qu'est-ce que c'est le CIRELT concrètement? C'est quoi leur axe de développement? Puis qu'est-ce qu'on peut trouver là comme citoyen? Le CIRELT, d'abord, notre fil conducteur, c'est en fait dans le RELT, le RELT, là. Oui, c'est un centre interuniversitaire de recherche, ça, on est d'accord là-dessus, mais on touche au réseau d'entreprises, à la logistique et au transport. Donc, nous, ce qui nous réunit, parce que vous verrez qu'on est, la moitié d'entre nous sont des chercheurs opérationnels, alors que l'autre moitié, on est, comme celle et moi, des gens très pluridisciplinaires. Et l'idée, c'est d'utiliser la science des réseaux pour trouver des solutions pour un monde meilleur. Donc ça, c'est le pitch publicitaire. Dans la vraie vie, ce que ça fait, c'est que on développe à la fois des solutions qualitatives, quantitatives, pour tout un ensemble de problèmes qui vont d'optimisation de tournée de véhicules jusqu'à des applications liées à la sécurité routière. Donc, comment est-ce qu'on configure l'espace urbain pour que nos enfants puissent marcher à l'école en toute sécurité, par exemple. Donc, le spectre est très, très large. Et dans ce spectre-là,
comme c'est des modèles de réseau, des modèles mathématiques et des problématiques multidisciplinaires, eh ben, vous avez des gens qui travaillent sur de l'optimisation dans les usines, des chaînes logistiques de bout en bout, c'est-à-dire que de l'intrant jusqu'à votre porte. Il y en a qui travaillent sur la logistique urbaine beaucoup aussi. Par exemple, nos modèles servent à tarifer des titres de transport, servent à optimiser des entrepôts, servent à rendre les villes plus intelligentes. Il y a aussi des initiatives liées aux chaires de recherche du Canada qu'on a qui sont en transport, qui sont dans diverses facettes de la recherche opérationnelle, optimisation combinatoire et autres. Et donc, vous avez des applications dans plusieurs industries. Milieu municipal, gouvernemental, parce qu'il y a une part importante de nos partenaires. Le tiers de nos partenaires vient du milieu, agences et ministères. L'autre tiers vient d'industries, qui vont de l'industrie forestière en passant par le transport jusqu'à l'industrie manufacturière. Et le dernier tiers, c'est les fonds de recherche du Québec, qui sont des partenaires cruciaux. Nous sommes, parce que nous sommes transdisciplinaires, nous avons la chance d'avoir l'appui à la fois du Fonds Nature et Technologie et du Fonds Société et Culture. Et ça, c'est très important de le mentionner parce que ça montre que les problèmes de demain seront réglés dans un contexte d'abord interuniversitaire, multidisciplinaire, où il y a des spécialistes de tous les secteurs qui vont devoir s'asseoir ensemble, trouver une manière de se parler puis de trouver des solutions originales. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous au Centre. On l'a d'ailleurs présenté lors des consultations pour la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Ça, on a accès facilement aussi en tant que citoyen. Moi, j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos accessibles. Oui, et puis on a beaucoup de papiers techniques aussi, mais on a participé à des consultations publiques beaucoup, notamment sur la décarbonisation du transport de marchandises, sur diverses autres politiques publiques liées à la recherche notamment. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la recherche que celle et moi faisons pour expliquer aux gens, en fond, voici ce que les universités font. Là, on trouve des nouvelles manières de fonctionner qui vont vous aider à terme, qui vous aident à penser différemment. L'universitaire dans la cité n'a pas simplement la fonction de générer de la connaissance, mais il doit aussi la partager. Et ça, c'est crucial. Super. Alors, ça s'appelle le CIRELT, si ça vous intéresse. Il y a le site web et vous avez toutes les informations. Question de Mathieu ici, avant qu'on termine. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Donc, c'est la dernière question. Merci, Mathieu. Il reste peu de temps. J'aurais une question. M. Melouli a apporté un point que je trouve fort intéressant en démontrant en quoi le fait de rendre une ville intelligente peut avoir pour effet d'attirer de nouveaux citoyens, l'exemple du village connecté et du télétravail. Avez-vous d'autres exemples qui démontrent en quoi l'intelligence et l'innovation de petites villes en région peuvent contribuer à combattre la fermeture de ces dernières? Donc, c'est un grand défi, la fermeture des villes en région. Oui. Et moi, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du petit village qui a fait la connexion Internet pour que les gens puissent s'installer. Il y en a également des initiatives qui ont eu lieu dans certaines villes à travers le monde où on a essayé d'attirer les citoyens par des activités touristiques culturelles. Et donc, ce n'est plus un endroit où c'est juste, on y est, mais on va créer une certaine dynamique où on va attirer les gens sur d'autres aspects que ce qui est technologique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est l'innovation sociale. Donc les gens vont se dire, moi, je suis dans un tel village, il y a un fait historique qui s'est produit, ou un petit musée qu'on peut mettre en place, qui va relater certains faits, mais qu'on va faire de manière à attirer les gens. Donc, comment les faire venir chez nous? Et ça, les gens se posaient, il y a des villes qui se sont posées ces questions-là. Et donc, tu as des petits musées qui existent dans certaines petites villes à travers le monde. Je ne connais pas ici au Québec, malheureusement, des petits musées qui existent dans certains villages, mais je donne d'autres exemples qui existent. C'est des petits musées qui ont été placés, qui sont uniques, avec des trouvailles uniques. Et c'est devenu un point touristique. Et donc, il y a toute une activité culturelle, touristique, économique qui s'est développée derrière ça. Donc, c'est toujours, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette innovation sociale, elle est ancrée dans ce que nous sommes. Et donc, qu'est-ce que je veux devenir? Quels sont mes enjeux? Et parmi les choses et l'innovation qui est derrière ça, qu'est-ce que j'ai comme richesse que je peux montrer, que je peux faire valoir à d'autres? Et il y a des gens qui se sont posés cette question-là. Moi, je suis dans ce petit village, j'ai cette caractéristique-là, c'est elle que je vais mettre en valeur. Et là, ça devient,
un enjeu touristique important et il y a des gens qui sont intéressés. Donc ici au Québec, on a plusieurs peut-être des endroits qui peuvent innover socialement par rapport à leur contexte à eux, par rapport à leur mode de vie à eux, qui pourraient devenir attrayants pour garder et ne pas fermer nos petits villages ailleurs. On va terminer là-dessus. J'ai Julie qui a rajouté quelque chose, mais peut-être que je ferai suivre à nos deux invités, puis on pourra y répondre. Avec plaisir. Ça fait quand même 1h30 qu'on est ensemble. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Alors, je mets la petite image finale ici. Comme d'habitude, je vous invite à partager, à commenter, puis je pourrai faire suivre les questions pour poursuivre la discussion. À 13h, on a un autre événement, en fait, une autre entrevue en marge du G7. Donc, on va parler d'équité, d'égalité, d'inclusion avec Yves Hallé et Kamel Béji. Donc, c'est un rendez-vous à 13h. Même endroit sur la page Facebook de la chaire publique. Alors, Serge Bonin, je remercie beaucoup. Oups, là, on a changé les noms, c'est les noms d'hier. Alors, Celle Mélouli et Yann Simon, merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Merci.